Rebonjour à tous, j'espère que vous avez bien mangé, que vous êtes repus et que vous êtes vraiment partants pour en apprendre énormément. Donc on se retrouve pour un petit live métier. J'ai vu déjà dans le chat, on fait des teams. Donc alors team Marine, team David, team Loïc, team 16. Je terminerai forcément par la meilleure pour le coup. J'espère que en tout cas vous passez un très bon moment et que vous appréciez vos animateurs. Ça fait toujours plaisir de vous voir. Par contre, n'oubliez pas de respecter quand même le calme dans les commentaires parce que sinon, déjà de base, il y a une modération, donc on filtre tous les commentaires qui passent. Mais en plus de ça, le but, c'est vraiment que votre commentaire soit affiché. Donc, ne mettez pas non plus n'importe quoi dedans, sinon il passera pas, il pourra pas passer et vous ne ferez plus partie de la discussion. Voilà, comme d'habitude, dans les live métiers, on va interviewer un professionnel. Comme vous le savez, on est sur la thématique du numérique. Et justement, ce professionnel va nous parler un peu de jeux vidéo. Donc, j'ai hâte de voir vos réactions et d'ailleurs, je vous invite à mettre vos jeux vidéo préférés dans les commentaires et voir si c'est un métier en tout cas qui vous intéresserait, si ça se passait autour de cette thématique. Voilà, donc en modération, on a Cindy, n'hésitez pas à lui faire un tonnerre d'applaudissements numériques, on va dire. Voilà, vous allez voir, elle va pouvoir... il y a Loïc qui applaudit, merci. Elle va pouvoir un petit peu résumer tout ce qu'on est en train de se dire pour pouvoir vous aider à la prise de notes, parce que oui, il ne faut pas oublier de prendre des notes, comme on l'a vu ce matin dans la synthèse, cet après-midi, juste avant le gros quiz qu'on a prévu en fin de journée. Il faut bien évidemment renoter tout ce qu'on a appris aujourd'hui, au moins prendre des petites notes, même si c'est juste quelques mots, n'hésitez vraiment pas. Et je ne parle pas d'un gribouillage sur un cahier, je parle vraiment juste de notes qui concernent le live, ce serait quand même mieux. Donc voilà, I like play this game, ok, playing, ok. Isalie, super. Minecraft. Super Smash Bros. Ça, j'adore aussi, j'avoue. Fortnite, trop bien. Bon, au moins, vous savez de quoi on parle. Ça, c'est cool. Je vous propose de passer au sommaire qui va s'afficher tout de suite. Et le voici. On va commencer par voir en quoi consiste son métier. Ensuite, on va voir un cas concret. On va voir quel est son parcours, ce qu'il préfère dans son métier, ce qu'il aime un peu moins. Et on finira avec cliché anecdote. Voilà, vous commencez un peu à connaître le fonctionnement des live métiers. Et c'est pour ça que je vais accueillir notre professionnel du jour avant de dévoiler son métier. Il s'agit de Elliot. Bonjour Elliot, comment est-ce que tu vas? Bonjour à tous, écoute, ça va bien, je te remercie, j'espère que toi ça va aussi. Ça va, là je vois, t'as un petit setup là. J'ai un petit setup effectivement. Je travaille depuis chez moi en fait, donc j'ai forcément tout à la maison. Déjà tu nous mets un petit spoil sur ton métier, donc tu travailles depuis chez toi. D'accord, ok. Et d'ailleurs c'est un fond, enfin C'est un vrai fond, j'ai tout peint Oui. chez moi et je me suis fait une petite alvéole en bleu foncé. Ok, stylé, d'accord, ok. Ouais, donc tu t'es dit, je travaille de chez moi, autant me mettre bien, quoi. Exactement. Ok, super. Alors, est-ce que tu peux nous donner l'intitulé de ton métier et essayer de nous l'expliquer assez rapidement, globalement, pour commencer? Alors je suis game designer. En français on utilise le même terme, après il y a des gens qui disent créateur de jeux vidéo, mais créateur de jeux vidéo c'est trop large, donc game designer. Et ce Ok, que je fais, c'est je design des expériences ludiques. Donc en gros, je dois faire en sorte que les gens ils s'amusent comme ils sont censés s'amuser quand ils participent à une attraction, quand ils jouent à un jeu vidéo, quand ils jouent à un jeu de plateau, ou peu importe le type d'expérience ludique. d'accord. Et alors, design, qu'est-ce que tu entends par là? Ça va être créer des fonds, créer Princi- Ouais, Principalement, c'est définir les règles du jeu. Donc quel dé tu dois lancer pour avancer, quel type de carte tu pioches, quels sont les effets des cartes. ok, style. En fait, dans les quêtes, par exemple, dans les jeux vidéo, c'est toi qui vas décider quelle quête il faut terminer dans quel ordre pour avancer. Exactement. Combien d'ennemis tu dois tuer dans la quête, combien de portes, de petits animaux tu dois tuer, combien tu dois ramener d'os au Ok, mec qui t'a pour donné faire, la quête, etc. récupérer assez de cuir pour te faire un sac, ce genre de trucs. Ok. Exactement. Mais ça, c'est vraiment un détail micro. On travaille aussi à un niveau beaucoup plus général et beaucoup plus macro. D'accord, super. Donc, quand tu parles de ça, alors du coup, ça va être la tête pensante du jeu ou tu vas aussi utiliser des logiciels sur ton ordinateur pour peut-être coder certaines choses. Alors, c'est principalement que de la réflexion et donner des directives à une équipe et t'entendre avec une équipe sur qu'est-ce que doit être le jeu. Mais ça peut aussi être effectivement travailler sur un ordinateur, travailler sur des logiciels. D'accord, ok. Mais c'est beaucoup plus de réflexion et de brainstorm que quoi que ce soit d'autre.
Donc le brainstorming, de réfléchir à pas mal d'idées, de balancer des idées un peu pour voir ce qu'il en reste. Ok, trop bien. Donc tu as des photos que tu nous as partagées, on va pouvoir un peu les voir pour y voir plus clair. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, la première photo, c'est ce qu'on va appeler un mind mapping. Donc, il faut savoir que dans le métier du jeu vidéo, la plupart des noms sont en anglais. Je saurais même pas dire comment ça s'appelle en français, un mind mapping. C'est une carte mentale, je crois que ça s'appelle. Et en gros, il fallait qu'on réfléchisse à tous les attributs que compose un jeu, un certain type de jeu, un certain genre de jeu. Là, en l'occurrence, c'était un genre de jeu à la Diablo, un jeu par Blizzard, je sais si certains connaissent. Ouais. Et il fallait réfléchir à tout ce qui compose un jeu comme un Diablo pour savoir qu'est-ce qui le compose, donc qu'est-ce qu'on doit inventer quand on crée un jeu de ce genre-là. D'accord. En vrai, c'est génial parce que tu as un métier sur les jeux, donc quelque part, ton métier, c'est jouer. Alors, c'est qu'une partie du métier. Il faut jouer, mais tu peux pas juste jouer sans réfléchir. Il faut que tu joues en réfléchissant pourquoi tu es en train de t'amuser, pourquoi il y a des trucs qui sont moins bien que d'autres, etc., etc. Donc, c'est pas juste jouer. Ok, bon, faut un peu de sérieux quand même. Faut beaucoup de sérieux. Faut beaucoup de sérieux. Ok, il y a Kylian dans le live, enfin dans le chat, pardon, qui dit tu travailles pour quelle entreprise? Pour un studio qui s'appelle Rise Up Studio. Rise Up, c'est R-Y-S-E et U-P. Rise Up Studio. Et on fait le jeu RoboQuest qui est ce jeu-là. Ah oui, carrément. Ça, c'est pratique. Tu l'as direct, ok, trop bien. Et ça fait combien de temps que tu travailles sur ce jeu-là? Ce jeu-là, ça fait 4 ans que je travaille dessus. Il est sorti il y a quelques mois. Ouais. Et sinon, ça fait 9 ans, ça fait 10 ans que je travaille avec Rise Up Studio en tant que game designer. Ok, donc ça, j'imagine, quand son jeu il sort, c'est vraiment la concrétisation du truc, quoi. Oui, surtout quand tu as travaillé dessus pendant 4 ans, ça fait plaisir que tu puisses passer à autre chose, que tu le sortes, même si on continue à travailler dessus. Et dans ces cas-là, ça se passe comment? Est-ce qu'on est un peu à l'affût de regarder un peu les commentaires, les avis des gens? Comment ça se passe? Ah bah c'est clair, tous les jours, tu tapes le nom de ton jeu sur YouTube et sur Google et tu regardes qui c'est qui en parle. Ah, trop Et bien. quand tu vois qu'il y a un gros influenceur qui a fait une vidéo sur ton jeu, tu fais mais non, c'est pas vrai. Ça doit être fou, c'est clair. Si certains connaissent, on a Domingo qui a fait une vidéo sur notre jeu. Quand on a vu que c'était sorti, on était un peu comme des dingues. Domingo, c'est un très très gros influenceur. Bah oui, c'est un gros, ouais, trop bien. Et ça, j'avoue, ça, on doit se sentir tellement bien de se dire, Oui. wow. Et puis voir aussi, j'imagine, concrètement, voir d'autres personnes jouer au jeu qu'on a développé, on doit se dire, wow, c'est dingue de se dire comment il réfléchit. Ah bah tiens, ça c'est moi qui ai pensé à faire ça, il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ça, parce qu'au final, tu connais par cœur ton jeu. Oui, et en plus de ça, tu es toujours surpris quand les gens y jouent parce qu'ils y jouent jamais comme toi, tu avais pensé qu'ils allaient faire. Ah ouais, bah forcément. Et donc, il faut vraiment que tu sois prêt à changer les trucs qui vont pas quand tu les vois jouer et à prendre note des trucs qui vont bien pour surtout les garder, les utiliser ailleurs, etc. Voilà, on a une question assez spéciale dans le chat. Apparemment, ça fait 3 fois qu'elle est demandée de Nolan. Désolée. C'est sûr que des fois, je loupe un petit peu les commentaires qui me demandent de te demander si, selon toi, le milieu du jeu vidéo est accessible aux aveugles et si oui, pour quel métier? C'est une très bonne question et c'est difficile de répondre. Je n'ai jamais rencontré de personne dans ce cas-là. Je pense que game designer, si tu es aveugle, si tu es malvoyant, tu peux certainement devenir game designer. Je ne sais pas du tout. Ouais. Mais c'est une très très bonne question. Effectivement, l'accessibilité, c'est très important. Oui, et puis ça va évoluer, j'imagine. Ça évolue déjà, ça évoluera, et puis ce sera le monde de demain de ce qu'on en fait. Je ne pense pas qu'il y ait de barrière, en tout cas. Je pense qu'on peut quand même réussir, et même pas réussir, pouvoir faire ces métiers, surtout. Je sais qu'il y a certains jeux qui sont design pour les aveugles, donc c'est pour les malvoyants. Donc c'est des jeux qui sont à base de sons, etc. et de stimuli. Et je pense que certainement, un malvoyant qui design un jeu pour les malvoyants doit certainement beaucoup mieux s'en sortir que quelqu'un qui n'est pas malvoyant. Parce qu'il va connaître les problématiques, il va connaître quels stimuli sont importants pour eux, etc. Totalement, totalement. Donc, il y a certainement quelque chose à faire. C'est une très très bonne question, c'est vrai. On te demande, du coup, Camille, qui te demande quelles sont les principales missions que tu effectues au quotidien. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu, bon, j'imagine qu'il n'y a pas vraiment de journée type, mais quand tu travailles sur un jeu, qu'est-ce que tu peux être amené à faire globalement dans ta journée? Alors, ça dépend vachement de la phase dans laquelle tu es dans un projet. Au début, tu es en phase qu'on va appeler pré-production. C'est en gros, tu prépares ce que tu vas faire plus tard comme jeu vidéo. Dans ce genre de journée-là, tu passes ta journée en réunion.
tu passes ta journée avec d'autres game designers à réfléchir à qu'est-ce que doivent être les choses, comment elles sont organisées, etc. Donc concrètement, tu arrives au travail, tu prends un café, tu vas en salle de réunion et tu restes jusqu'à la fin de la journée. Sûrement que tu changes de sujet au cours de la journée pour renouveler ton cerveau et pas être bloqué sur la même chose. Là, typiquement, après, quand tu commences à faire, par exemple, nous, dans notre jeu, on fait un FPS, un jeu de tir à la première personne. Donc, on a des armes. Il y a plein de journées que j'ai passées. J'arrive au studio, je lance mon jeu, enfin, je lance le logiciel sur lequel on fait le jeu. Je prends une arme et je tire avec dans le jeu. Et j'essaye de voir si les sensations de jeu sont agréables. Donc, si l'animation, elle est plaisante à regarder, si il y a suffisamment de recul dans l'arme, si le son est agréable à l'oreille. Et si c'est pas le cas, et ben, je vais contacter l'animateur, je vais lui demander de changer des choses. Je vais contacter le sound designer, donc celui qui s'occupe des sons, je vais lui demander de changer des sons. Je vais retravailler moi-même les sensations de recul de l'arme. Ça, c'est typiquement une journée, un autre type de journée qu'on pourrait passer. D'accord, ok. Alors j'ai plein de questions, mais du coup, tu as quand même un rôle clé parce que tu vas réfléchir aux dynamiques de jeu, mais tu vas aussi pouvoir faire des retours aux personnes qui développent aussi et qui t'aident à monter le jeu. Tout à fait. Et il y a plein de types de game designers différents. Et il y a une personne qui s'appelle le game director, qui est donc un game designer, mais qui est responsable à un très haut niveau de l'expérience de jeu. Donc cette personne-là va devoir aller voir chaque personne qui met des choses dans le jeu pour lui demander de faire ces choses-là d'une certaine manière pour qu'elles correspondent à ce qu'on veut. Donc par exemple, là je parlais du son, le game director va aller voir celui qui fait les sons pour lui dire ça va pas, il faudrait que ce soit comme ça. Après, moi j'ai eu ce poste-là pendant un moment et après je suis passé sur des choses beaucoup moins générales et beaucoup plus précises et du coup j'avais moins à dire sur le métier des autres et j'avais plus à dire juste sur mes propres choses. Par exemple, tout à l'heure on parlait de créer des quêtes pour un jeu. Sûrement que la personne qui crée ces quêtes-là, elle va pas s'intéresser à grand-chose. Peut-être qu'elle s'intéresse à d'autres choses, mais elle va surtout être concentrée sur ses quêtes. Et peut-être qu'elle a le droit d'aller parler aux gens qui créent l'environnement dans la quête secrète, etc. Parce qu'il va avoir besoin que, je sais pas, il y a un endroit, il y a un hôtel, un endroit, il y a quelque chose pour correspondre à la quête. Mais globalement, elle va pas trop interagir avec d'autres gens dans la boîte. Donc ça dépend vraiment de quel type de game designer tu es sur le jeu duquel tu t'occupes. Bien sûr, ok, d'accord. Donc c'est trop bien parce que là, on découvre tout un univers où en fait il y a plein de métiers différents. Oui. Franchement, pour le coup, c'est trop bien. Alors, on a Lorenzo qui nous dit: pouvez-vous partager une expérience où vous avez surmonté un défi majeur lors de la création d'un jeu et comment vous avez réussi à le résoudre? Oui, dans notre jeu, on voulait absolument que... donc on fait un FPS, je l'ai déjà dit, donc c'est un jeu où tu tires sur des robots et tu avances et tu tires sur d'autres robots, tu continues d'avancer. Donc ça a l'air balourd comme ça, mais c'est la base de plein de FPS. Et on avait un problème, c'est que dans beaucoup de FPS, les joueurs, au lieu d'avancer de manière agressive, ils restent cachés derrière des murs pour tirer sur les ennemis. Ils tirent un peu, ils se recachent, ils tirent encore un peu, ils se recachent. Et on voulait absolument pas ça parce que nous, ça nous plaisait pas de voir nos joueurs faire ça. Et en tant que joueur, ça nous plaît pas de jouer défensivement. On a envie d'être... si on est dans un jeu, on vit une fantaisie. Et là, en l'occurrence, on a un robot, on est puissant. Et on voulait que le joueur il sente cette fantaisie d'être un robot puissant et qui va détruire des robots méchants. Et du coup, on voulait surtout pas qu'il se cache. Et donc c'était pas exactement un défi, c'était une intention de réalisation. Donc c'est quelque chose qu'on veut réussir à faire. Et pour ça, il fallait faire des choses dans le jeu. Et par exemple, dans beaucoup de FPS, il y a une mécanique où tu as un bouclier qui est de la vie supplémentaire. Quand tu perds ce bouclier-là, tu dois te cacher pour attendre qu'il se recharge. Et typiquement, ça, on n'a pas mis ça dans notre jeu parce que ça implique forcément que le joueur doive se cacher. Et du coup, en supprimant juste cette mécanique-là, on a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'intérêt pour le joueur de se cacher. Et sauf que, du coup, il y avait le problème de le joueur, il prend trop de dégâts parce qu'il se cache jamais. Donc, il fallait qu'on trouve une solution pour qu'il puisse se soigner. Et du coup, notre solution, c'était de faire en sorte que les ennemis, quand tu les tues, ils lâchent des petites boules vertes qui te rendent de la vie. Sauf que ces petites boules vertes, elles disparaissent super vite. Du coup, il faut tuer les ennemis et il faut courir vers eux pour prendre les petites boules vertes. Du coup, le comportement que le joueur il avait, il tue un ennemi, il court vers lui, il en tue un autre, il court vers lui, etc. etc. D'accord. Ok. Et FPS, d'ailleurs, pour repréciser, c'est les jeux de tir, du coup. Jeux de tir à la première personne. À la première personne. Ouais, tu n'aurais pas du tout aimé ma manière de jouer parce que sur Fortnite, en tout cas, moi, j'essaie de me cacher pour essayer de survivre le plus longtemps. Ça dépend beaucoup des jeux. Il y a des genres de jeux. Je juge pas ce genre de jeu-là ou comment les joueurs y jouent. Tout le monde trouve son fun comme il veut. C'est juste nous, pas ce qu'on voulait faire.
Ok, très bien. Alors, on a plein de questions. Je n'arrive même pas à toutes les lire. Et d'ailleurs, est-ce que, Loïc, tu pourrais me remettre les questions à l'écran, s'il te plaît? En fait, ouais, ça a frisé. Mais bon, en attendant, en tout cas, je veux bien que tu me parles un petit peu des autres photos qu'il y a. Je note en même temps les questions comme ça pour ne pas les louper pour la suite. Alors, qu'est-ce que c'est la deuxième photo? Donc là, c'est le jeu dont tu nous parlais. Donc la deuxième image, c'est exactement ce que je racontais quand je disais que je prenais des armes et que je tirais. En fait, cette deuxième image, c'est même pas un niveau accessible pour les joueurs dans le jeu, c'est un niveau qui existe que pour moi dans le logiciel dans lequel on crée le jeu. Ce niveau, d'ailleurs, il porte mon nom, il s'appelle Yoon Land, parce que c'est le monde de Yoon, c'est mon monde à moi. Et en fait, c'est un niveau dans lequel il y a des ennemis qui bougent pas, et il y a toutes les armes du jeu qui sont au sol, et je peux prendre n'importe quelle arme et tirer sur les ennemis avec pour voir est-ce que l'arme est agréable à utiliser. Ok, mais c'est vrai que ça, on n'y pense pas, mais en fait, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Il va y avoir, comme tu me disais, le son, il va y avoir les sensations, Oui. l'animation. Il y a Oui. tellement de choses, alors que finalement, on se dit, bon, tu as juste à faire un pistolet avec un tir, quoi. Rien à voir. Oui, et souvent en tant que joueur, tu te retrouves juste à prendre l'arme et à résumer en un seul mot, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et il y a plein de joueurs qui prennent des armes et ils font, oh c'est pourri. Et ils ont raison, c'est qu'on n'a pas fait un bon travail, il faut qu'on améliore. Mais le c'est pourri, il peut quand même y avoir 30 heures de travail derrière. Mais du coup, tu es obligé de tester. Donc toi, de base, est-ce que tu aimes les jeux vidéo? Est-ce que c'est vraiment une passion? Ah ouais, moi j'ai commencé quand j'avais 5 ans. Ah bah d'accord. Et j'ai fait ça toute ma vie. Et c'est une passion et de jouer et d'en créer. Et je suis particulièrement fan des jeux FPS, des jeux à la première personne, mais pas que. Ok, parce que c'était justement une question de Shalom dans le chat qui disait, est-ce que tu joues sur le jeu, sur ton temps libre? Ah non. La plupart des développeurs de jeux, ils jouent plus sur leur temps libre à leur propre jeu parce qu'ils ont déjà joué 15 000 heures en le développant. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Et ensuite, alors, qu'est-ce que c'est? Ça me paraît hyper compliqué là. La troisième photo en haut à droite là. Alors, ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est super simple. C'est dans le cadre de mon métier, on a des outils en place dans le logiciel qu'on utilise pour créer les jeux. On a des outils en place pour pouvoir programmer nous-mêmes sans avoir besoin d'écrire des lignes de code. Donc, les game designers, ils peuvent faire de la programmation en joignant des blocs comme ça qui font des effets. Et là, on voit pas, mais globalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai programmé un bonus pour le joueur qui augmente sa vie et ses dégâts. Et en fait, ça permet de pas avoir à demander au programmeur de te faire quelque chose tant que tu l'as pas testé toi-même. Donc, en gros, là, ça nous permet de créer plein de choses à la va-vite pour tester avant de pouvoir savoir si vraiment il faut les mettre dans le jeu pour de vrai ou pas. D'accord, parce que ça aussi, j'imagine que c'est quelque chose auquel tu réfléchis avec tes collègues en réunion, de te poser la question, est-ce qu'on fait un jeu qui est très difficile, mais du coup, quelque part, qui va apporter beaucoup de challenge pour les joueurs, ou un jeu, au contraire, qui est plutôt accessible, et là, on ouvre à plus de joueurs du dimanche, un peu, qui ont envie juste de se détendre quelque part en jouant à un jeu vidéo, mais avec le risque que ce soit trop simple. Donc, il faut effectivement beaucoup réfléchir à ça, et souvent, tout dépend du genre de jeu que tu fais. En fonction du genre de jeu que tu fais, les joueurs ils vont s'attendre à un niveau de difficulté particulier. Si tu fais un jeu comme Counter-Strike, qui est un jeu de tir à la première personne, où tu joues contre d'autres joueurs, c'est des jeux qui doivent avoir un niveau de maîtrise très élevé parce que les joueurs s'attendent à devoir avoir un niveau de maîtrise élevé pour être fort. Alors que d'autres genres de jeux, genre, je sais pas, Mario, le genre de jeu va pas demander aux joueurs d'avoir un niveau de maîtrise très élevé. Et quand tu lances un jeu de plateforme, tu t'attends pas à devoir galérer pour jouer. Donc ça dépend de ce que tu veux faire, mais ça dépend aussi du genre de jeu sur lequel tu travailles. Bien évidemment, forcément. Ok, bon bah génial. Bon, il y a encore pas mal de questions, mais on va un peu avancer sur les photos. Donc je vois JD System. Qu'est-ce que c'est que ça? La quatrième image, c'est un des trucs que tu fais beaucoup en tant que game designer, c'est que tu crées des documents que personne lit. Là, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle un game design document. Donc, c'est un document qui résume certaines ou toutes les mécaniques du jeu, les mécaniques étant les règles du jeu. Et donc là, si on voit rapidement, on voit il y a écrit replayability. Ça veut dire, donc c'est un anglicisme qui veut dire le fait de rendre le jeu rejouable. Donc, pourquoi je relancerai le jeu? Voilà, pourquoi je relancerai le jeu. Le deuxième gros titre, c'est perks. Les perks, c'est les petites améliorations que tu peux prendre en tant que joueur. Donc, on avait écrit des informations sur comment on voulait mettre ces améliorations dans le jeu. Et trinket, c'est des nouvelles manières de te déplacer dans le jeu. Genre, dans le jeu, tu peux sauter 2 fois, mais en fait, tu as un trinket qui dit tu peux sauter 3 fois. Il y a un trinket qui dit tu as un jetpack, etc. Et du coup, on a écrit des informations là-dessus.
D'accord. Alors, donc, du coup, si je reprends un petit peu, résume un petit peu les choses que tu vas avoir fait à faire au quotidien, je vais y arriver, j'ai du mal à parler. Donc, tu nous as dit beaucoup de réunions, tester le jeu, vérifier les animations aussi, designer, du coup, pour avoir des expériences ludiques, effectivement. Mais est-ce que tu vas avoir un moment de veille aussi, donc aller regarder un petit peu ce qui se fait sur d'autres jeux pour te donner peut-être des idées, je sais pas, comme tu nous expliquais pour effectivement de se dire bah tiens la vie comment on la gagne, ce genre de choses, d'autres idées, ou est-ce que tout vient un peu de toi et ton équipe à force de brainstormer, donc de vous échanger des idées, de vous dire ah bah tiens on va tenter ça. Non, il y a les deux aspects. Forcément, il faut que tu ailles voir ce qui se fait ailleurs. Pas parce qu'il faut copier, mais parce que tu vas pas réinventer la roue à chaque fois que tu veux faire quelque chose. Il y a des gens qui ont des très bonnes idées dans plein de jeux. Du coup, c'est très bien d'analyser ce que font les autres. Tu le fais pas forcément de manière ponctuelle. Enfin, je veux dire, tu le fais déjà de manière générale pour te tenir au jus de ce qui se fait dans l'industrie, pour savoir qui a fait quoi et comment ils l'ont bien fait. Ça c'est pas forcément pendant le travail que tu le fais sur ton temps libre. Et après, au travail, par exemple, tu dois designer le système de vie de notre jeu, comme on en parlait tout à l'heure, où il y a des petites orbes vertes. Et du coup, on est allé voir plein de FPS où il n'y avait pas de mécanique de shield, plein de FPS, plein de jeux de tir à la première personne qui correspondaient à ce qu'on veut faire. Comment ils avaient traité ce problème de on veut que le joueur y fonce. Du coup, effectivement, tu vas prendre du temps pour aller voir d'autres jeux tout le temps. Ok, bon, c'est cool en fait. Et tu vas aussi trouver des idées uniques forcément liées à ton jeu. Oui, et puis aussi pour innover, faire avancer un peu les jeux vidéo et tout le reste. Après, parfois, innover, c'est pas si. Enfin, je veux dire, ce qui est important avant tout, c'est de faire un bon jeu où le joueur il s'amuse. Ça veut pas dire que juste tu copies tout ce que fait quelqu'un d'autre et tu fais la même chose, mais concrètement, si déjà tu fais un bon jeu où les joueurs s'amusent, peu importe d'où viennent les idées, bah déjà c'est bien parce que le but c'est que les gens ils s'amusent. Bah oui, non, c'est ça, c'est un peu la base. Ok. Alors, pour la 5e image, c'est le jeu en lui-même. C'est juste une image du jeu. Trop bien. Déjà, ça donne envie. Je pense que dans le chat, le jeu a déjà un peu tourné, donc vous pourrez aller voir ça après le live métier pour peut-être le tester. Sait-on jamais, on peut le retrouver où ton jeu? On peut le retrouver sur Steam. Steam étant, je sais pas si tu connais Steam. Si, oui. Donc c'est sur Steam, donc boutique en ligne de jeux vidéo, sachant qu'il y a une démo gratuite du jeu. Ah, ça c'est bien ça, pour pouvoir tester avant d'acheter. Donc vous pouvez tester directement sur Steam gratuitement avant d'acheter. Trop bien. Voilà. Faites un énorme gameplay tous. Et si vous avez un Game Pass de Microsoft, si vous avez le Game Pass, vous pouvez jouer au jeu gratuitement aussi, il est sur Game Pass. Ah, c'est bien ça aussi. Voilà. Bon bah voilà, vous avez plus d'excuses si vous voulez tester. Il y a Lorenzo qui demande si c'est un jeu payant, bah du coup oui, j'imagine. Oui. C'est un jeu en solo ou à 2 joueurs alliés en coop. Ok, trop bien. Ok, super. Et ensuite, en bas à droite, c'est quoi? C'est Slack? C'est Discord. Ah non, Discord, pardon. Donc la plupart du studio, elles travaillent en distanciel. Ouais. Donc on est tout le temps sur Discord, on a en gros on est organisé sur Discord, on a plein de channels, on a toute une organisation précise et du coup là moi je fais plus que du game design, j'essaye aussi de coordonner un peu notre équipe et les gens avec qui on travaille à l'extérieur. Et du coup je passe une grande partie, enfin pas une grande partie, mais je passe aussi une certaine partie de mon temps sur Discord, sur Internet, à gérer ce qui se passe sur les différents channels, ce dont les gens ils ont besoin, leur apporter des réponses quand ils ont des questions, etc. Trop bien. Il y a Enguerrand qui demande aussi si c'est possible de jouer sur Xbox. Oui. Via la Xbox, on peut. Ok, trop bien. Bon, bah top. Alors, on a d'autres petites questions aussi. On avait une question qui était assez intéressante de Reda qui te demande est-ce que c'est vrai que c'est si terrible de voir son jeu auquel tu dédies beaucoup de temps à créer, en tout cas, être fini en moins d'1 heure? Je sais pas ce que ça. Ah, tu veux dire pour les. Ah, donc il y a des speedrunners qui finissent les jeux très, très rapidement. Et là où c'est pas un problème, c'est que pour en arriver là, il a dû jouer 1500 heures de manière générale. Et du coup, à partir du moment. En plus, donc déjà, il y a ça. Et en plus de ça, voir quelqu'un se créer soi-même un challenge sur ton propre jeu, c'est un bonheur sans précédent parce que ça veut dire qu'il considère que ton jeu mérite de lui donner ce challenge-là. Il s'est créé lui-même un challenge qui est de finir ton jeu, c'est-à-dire qu'il adore ton jeu. Ah, totalement. Moi, j'adore suivre les trucs de speedrun, etc. Parce que à chaque fois, je me dis, mais comment ils font? Ça va tellement vite. Et en plus de ça, il y a vraiment l'aspect marrant où les joueurs, ils pensent à des choses auxquelles tu n'avais pas pensé. C'est un truc de fou. Ouais, faire des raccourcis à chaque fois. Il y a un jeu qui s'appelle Dishonored dans lequel tu peux, fait par Arkane Studio, qui est un studio lyonnais comme nous. D'ailleurs, on a un studio lyonnais. Dans ce jeu-là, ils ont un pouvoir qui ralentit le temps.
et ils ont qui frise le temps même, et ils ont un pouvoir qui met une mine, et ils ont mis une mine sur une flèche pendant que le temps était glacé, et ils ont déglacé le temps, et ça fait une flèche explosive, et même les développeurs n'avaient pas pensé à ça, et quand ils ont vu les joueurs faire, ils étaient comme des dingues. Mais c'est ça, en fait, c'est des secrets qui sont même parfois par les propres gens qui ont créé le jeu, quoi. Oui, les joueurs, ils s'approprient le jeu, et c'est un bonheur sans précédent de les voir. On a une question de Blanchard dans le chat qui te demande combien de jeux as-tu créé dans ta carrière? En jeux officiels qui sont sortis, j'en ai fait qu'un seul, c'est RoboQuest. On a fait 2 autres petits jeux en réalité virtuelle plus tôt, mais qui sont pas connus, et on les a pas fait à but. On les a fait pour des clients en freelance. Et sinon, après moi, de mon côté, j'ai fait plein de jeux, en fait, j'ai pas fait de jeux, j'ai fait plein de projets sur mon temps libre parce que j'avais envie de faire des jeux. Et il y a rien personne peut rien voir à part RoboQuest aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il y a rien d'accessible sur Internet à part RoboQuest. En tout cas, il y a Cindy de la modération qui vous a justement mis le lien directement pour aller sur Steam, pour aller pouvoir tester le jeu. Donc, n'hésitez pas à les regarder. J'ai vu qu'il y en a certains qui redemandaient le nom du jeu. Regardez les commentaires de Cindy. Et d'ailleurs, merci à Cindy de si bien travailler. Merci de faire la promotion de notre jeu. C'est ça. Mais c'est trop bien, en vrai. Même moi, tu m'as donné envie d'y jouer, là. Le problème, c'est que moi, j'aurais envie de me cacher de temps en temps. Mais alors, tu peux. Je peux. C'est juste que j'avancerai pas, quoi. Si, mais t'avanceras à ton rythme, tranquillement. C'est ça. Je peux pas speedrun, du coup. C'est impossible. Exactement. Ok, bon, très bien. Je te propose qu'on passe un peu à la suite. On va regarder un peu le cas concret. Donc, en gros, ça va un petit peu voir si on a tout bien compris de la première slide. Alors, quelle mission créer et s'assurer que le jeu procure les sentiments souhaités? Oui. Ça, totalement. Et quel problème, différence entre la théorie et la pratique et la communication? J'imagine que la théorie et la pratique, c'est un petit peu durant ta réunion, quand vous apportez une nouvelle idée et que vous la testez et la mettez en place et que vous vous rendez compte, en fait, ça rend pas aussi bien que ce qu'on imaginait. Ouais, t'as une idée géniale. Tu te dis, oh, mais il pourrait faire ça, le joueur. Tu le mets dans le jeu, c'est nul. C'est nul. C'est genre, c'est claqué. Et tu fais pas ça. C'est affreux. Et ça doit être difficile parce que bon, faut quand même avoir le recul et comprendre, faire passer un peu forcément le jeu avant tout, mais de se dire, en fait, mon idée, elle était claquée au sol, quoi. Moins ça fait longtemps que tu fais du jeu vidéo, plus t'es accroché, plus t'es attaché à tes idées, plus c'est dur de les lâcher. Ouais. Et plus t'es vieux, plus tu fais hop, passe, next, hop, on prend la prochaine, c'est pas grave. C'est ça, ouais. On fera mieux la prochaine fois. Et en solution, du coup, tester le jeu. Bon, ça, je pense, c'est une des parties vraiment très cool, ou qui, du moins, donne envie quand on ne connaît pas le métier. Et les avis extérieurs, est-ce que ça peut t'arriver de faire jouer une partie du jeu à, par exemple, tes proches? Alors, mes proches qui veulent jouer, je leur fais jouer parce qu'ils ont envie de jouer. Mais par contre, pour avoir des avis, je vais certainement pas demander à mes proches parce qu'ils vont forcément me dire que c'est génial. Enfin, je veux dire, je sais pas comment vos proches sont, mais si vraiment c'est des proches et qui sont sympas, ils vont vous dire ça. Mais de manière générale, tu fais tester à des gens extérieurs qui sont objectifs. Donc, soit tu les payes et ça devient vraiment un deal monétaire. Et dans ce cas-là, on appelle ça des quality assurance, donc des gens qui sont là pour assurer la qualité et qui vont te donner, soit tu leur donnes une indication précise, tous tester cette arme-là et dites-moi si c'est bien. Soit tu leur donnes un truc générique, genre jouez au jeu et dites-nous ce que vous en pensez. Tu vas leur donner un sondage après qu'ils aient joué, etc. Mais ça, c'est à un niveau très professionnel et plus avancé dans le développement. En général, quand tu testes, tu demandes juste à des gens qui sont dans le métier et qui ne sont pas forcément tes amis proches. D'accord, oui, forcément pour avoir l'expertise un peu professionnelle et l'habitude sur les jeux. Oui. Ok, alors on a Kevin Bertrand qui te demande quels sont tes horaires. Les horaires officiels, c'est à 9 midi, 13h30, 17h30. Mais en fait, je travaille le week-end, je travaille le soir, mais c'est pas parce que je suis obligé, c'est parce que j'ai envie. Et ça, c'est le plus important. C'est clair qu'au moins là, tu vois pas le temps passer, quoi. Il y a beaucoup de critiques envers le monde du jeu vidéo en ce moment parce qu'il y a beaucoup de studios qui forcent leurs employés à faire des heures supplémentaires sans qu'ils soient payés. Et nous, on a une entreprise à taille humaine, on a entre 15 et 20 personnes et on n'a jamais fait ça. Parfois, on était obligé parce que de toute façon, sinon, on n'allait pas s'en sortir. Donc, on était obligé de travailler plus, donc on l'a fait. Mais de manière générale, on fait en sorte de jamais faire de ce qu'on appelle des périodes de crunch, etc. On force jamais les gens à faire quoi que ce soit. Ils font leurs horaires et c'est tout. Et moi, c'est juste que je choisis de faire plus parce que je suis passionné. Bien sûr.
Ok, très bien. Alors là, dans les commentaires, c'est parti vraiment sur un espèce de sondage. Tous ensemble, ils sont en train de se demander à quel âge ils ont commencé à jouer aux jeux vidéo et sur quel jeu. Vraiment incroyable. On voit tous les jeux défiler, tous les âges défiler. C'est génial. Alors, avant juste de passer à ton parcours, parce qu'on a pas mal de questions, il y a beaucoup de personnes qui se demandent ce que tu as fait comme étude. On a juste Faël qui te demande, ça coûte cher de créer un jeu? Oui, énormément cher. Surtout en Mince. France. Ah, parce que c'est moins cher à l'étranger? Bah, de manière générale, faire une entreprise en France, ça coûte cher et faire un jeu vidéo, ça te donne 0 sous tant que tu n'as pas sorti ton jeu vidéo. Ah, c'est vrai. Et c'est Par vrai exemple, que si tu ouvres un bar, ça te coûte cher, mais tu travailles en même temps que tu ouvres le bar, donc tu fais des revenus. Mais si tu fais un jeu, bah, tu gagnes rien tant que tu n'as pas sorti ton jeu. c'est pas faux. Et beaucoup d'investissements pour ne pas être sûr que le succès soit au rendez-vous. En plus, oui. Mais après, ça vaut le coup, parce que quand le succès est là, ça doit être cool. Oui, mais oui. Après, j'ai tendance à penser qu'il faut pas faire des jeux vidéo si tu veux faire de l'argent. Ouais, c'est plus par passion. C'est un métier Oui. passion. Et justement, la passion, est-ce que tu l'as depuis que tu es tout petit ou non? Tu nous as dit que tu as commencé à 5 ans les jeux vidéo, mais tu es parti en bac plutôt économie et sociale. Est-ce que à cette période-là, tu savais que tu voulais travailler dans les jeux vidéo ou ça arrivait plus tard? Alors, depuis mes 5 ans, y compris cette période-là, j'ai joué et j'ai fait des jeux vidéo. Quand j'étais petit, je faisais des faux jeux à gratter, je faisais des trucs comme ça où ma famille elle pouvait gagner des câlins, des bisous, etc. Ou des théâtres de balançoires, des choses comme ça. Je faisais déjà des jeux quand j'étais petit. Et j'ai fait ça toute ma vie. Sauf que j'ai jamais su que c'était un métier jusqu'à mes 20 ans ou mes 21 ans où j'ai discuté avec quelqu'un qui est proche de moi dans la famille et qui m'a dit « Ah, mais en fait, Elliot, ce que tu fais sur ton temps libre, tu sais que c'est un métier, etc. Tu devrais te renseigner. » Et du coup, je me suis renseigné, j'ai découvert le métier de game designer et je suis allé dans une école de game designer. Ok, ce qui explique pourquoi au début, tu es parti en fac socio-psychologique, c'est ça? Oui. Ok, tu as pris une année sabbatique après, c'est que ça t'avait pas plu? Qu'est-ce qui s'était passé? Non, ça m'avait pas plu. Ouais, c'était pas trop ton truc. Donc, tu es parti en année sabbatique et c'est là que tu as eu un petit peu ta révélation et tu t'es dit, allez, vas-y, je fais une école de jeux vidéo. Donc, déjà, rien que le nom, ça donne trop envie. Qu'est-ce qu'on y fait dans une école de jeux vidéo? Ça dépend de ton cursus, donc il y a plein de cursus différents. Et les trois cursus principaux pour faire du jeu vidéo, c'est artiste, programmeur ou designer. Donc game designer, game artist, game programmeur. Il y a plein d'écoles qui offrent plein de cursus comme ça. Ça coûte un peu cher, ça coûte 8 000 € l'année. Moi, j'avais fait un prêt étudiant sur 7 ans. C'est très très cher. Qu'est-ce qu'on y fait? Suivant l'école et la qualité de l'école, tu prends des cours avec des professionnels, tu fais des projets, t'es en projet de groupe avec les autres filières pour faire un jeu vidéo. Ils mélangent les designers, les artistes et les programmeurs. Ils font 5 ou 6 groupes par année et ils sortent des jeux vidéo étudiants. T'as un jury, etc. En général, c'est ce que tu fais. Ah ouais, c'est stylé en vrai. Oui. C'est sympa comme devoir. Moi, c'est pas ça qui a fait que si je dois être tout à fait honnête, aujourd'hui, les écoles, c'est devenu très mainstream. Les écoles de jeux vidéo sont devenues très mainstream parce que faire du jeu vidéo, c'est à la mode. Et il y a beaucoup d'écoles des écoles privées qui en profitent et qui donnent des formations de très basse qualité à des prix exorbitants. Et si vraiment ça vous intéresse, il faut que vous fassiez très, très attention à où vous allez et que vous vous renseignez sur ce qu'ils disent sur Internet. Et est-ce que le gouvernement reconnaît aussi leur diplôme? Bien sûr. Bien sûr. Et justement, toi, tu penses qu'il faut absolument passer par une école de jeux vidéo pour faire ton métier ou est-ce que peut-être les expériences personnelles sur le côté peuvent suffire à rentrer dans des entreprises? Pour moi, la clé, c'est les expériences individuelles et ce que tu fais chez toi. De tous les gens que j'ai connus, donc je donne aussi des cours dans des écoles et du coup, j'étais à l'école moi-même aussi. Donc, j'ai vu plein d'élèves qui faisaient pas de choses de leur temps libre par rapport aux jeux vidéo. Et la majorité de ces gens-là ne sont pas recrutés. Déjà, il n'y a pas beaucoup de place, mais en plus de ça, les gens qui embauchent, ils veulent prendre que les meilleurs. Du coup, pour être le meilleur, il ne faut pas forcément aller à l'école. À l'école de jeux vidéo. Il faut surtout faire beaucoup de choses sur ton temps libre et à montrer que tu es passionné, que tu as beaucoup de techniques, beaucoup de talents dans certains domaines en particulier que les entreprises recherchent. Bien sûr. C'est quand même bien les écoles parce que ça fait des contacts, etc. Mais je dirais pas forcément que c'est obligatoire. Ça vaut mieux privilégier un peu son expérience, même si c'est sur son temps de loisir.
Ça peut nous servir dans le temps. Puis j'imagine qu'il y a plein de tutos, il y a plein de choses à trouver sur Internet aussi pour se former. Énormément. Après, je dirais peut-être de nos jours, c'est très important de faire les deux, c'est-à-dire de faire et l'école et le travail personnel. Peut-être que parce que il y a beaucoup plus de gens qui sortent des écoles, donc il y a beaucoup moins de place en termes de proportion. Bien sûr. Et toi, tu as eu une insertion professionnelle simple alors que ça me paraît être un milieu qui est quand même très compétitif. Comment t'expliques, ou au contraire, peut-être que c'est pas le cas? Je suis très compétitif. Ah, c'est ça alors. Non, en vrai, comme je vous ai dit, je passe ma vie à faire ça. Et du coup, on a un prof dans l'école qui ouvrait une boîte, qui montait sa boîte. Il a demandé à mon directeur pédagogique qui devrait embaucher, qui étaient les plus performants dans les game designers qu'il y avait. Et on était 3 et j'étais dans le lot des 3. Et étrangement, c'est les 3 qui travaillaient le plus à côté de l'école. Ok, ouais, c'est ça. Hein. C'est vraiment, comme tu me disais, l'expérience et tout ça. Moi, j'ai une petite question personnelle parce que c'est un petit débat à chaque fois que j'ai avec les gens que je rencontre. Est-ce que selon toi, Mario Kart est un jeu vidéo? Bien sûr. Ok, merci. Ça me rassure. Non, parce que des fois, quand je le dis, tout le monde me regarde et me dit, mais c'est pas un jeu vidéo, arrête de dire n'importe quoi. Si, c'est un jeu vidéo. Ok, trop bien, merci. Je pourrais le redire, je dirais à le designer m'a dit que c'était un jeu. Je vais clipper cet extrait après. Tu peux. Donc, on va passer à ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier. Donc, dans ce que tu préfères, tu m'as dit faire vivre une expérience aux joueurs et la création. Donc, ça, pour le coup, on est plein dedans, quoi. Oui. Tu veux faire ressentir, je sais pas, tu fais un jeu, imaginons tu fais un jeu où il y a une histoire et il y a un moment tu voudrais que ton joueur il soit triste parce que il arrive un truc dur à ton personnage, etc. Et réussir à voir l'émotion chez le joueur quand il joue à ton jeu, c'est formidable. Oui. C'est formidable. C'est un plaisir hors du commun. Et là je parle d'une émotion forte parce que je parlais de tristesse, mais c'est pareil, dans notre jeu on voulait que le joueur il se sente excellemment, on voulait que le joueur se sente fort, même s'il n'est pas forcément fort dans les jeux de tir. Et du coup, on a mis plein de petits systèmes dans le jeu pour que même s'il rate un tir, en fait, le tir, il était suffisamment proche pour qu'il sache pas vraiment s'il a raté. Et on fait en sorte que ça touche pour de vrai. Et du coup, il y a plein de joueurs qui nous disent oh, mais je me sens trop fort quand je joue à ton jeu. Et du coup, on les fait se sentir fort et c'est magnifique. Ah ouais. En fait, c'est plein de techniques un peu psychologiques aussi pour quand on fait un jeu. Oui, j'ai pas arrêté la socio-psycho parce que j'aimais pas, j'ai arrêté parce que la fac ne me plaisait pas, mais par contre la psychologie c'est super intéressant et les game designers se servent de beaucoup de tricks, d'astuces psychologiques pour réussir à atteindre le joueur à travers de leur jeu. Bien sûr, pour les captiver, c'est important. Et donc dans ce que tu n'aimes pas, tu as dit rien, c'est un métier qui me passionne. Ça ne m'étonne pas, on sent que tu es passionné et ça donne envie de te rejoindre dans l'aventure. Merci. Ensuite, on va passer à la suite pour les clichés anecdotes. Comme ça, on va pouvoir répondre à pas mal de questions. Donc, alors, tu nous as dit Konami voulait faire Metal Gear Solid, jeu de combat, mais les consoles n'étaient pas assez puissantes. Alors, ils ont réduit le nombre d'ennemis et ça a créé le jeu d'infiltration. Ah ouais, je ne savais pas ça. Donc, il y a un genre. Donc, tu connais les jeux d'infiltration? Oui. Donc, typiquement, des jeux où tu ne dois pas tuer beaucoup d'ennemis. Et ils l'ont uniquement créé parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas mettre plus d'ennemis à l'écran. C'est génial, ça je connaissais pas du tout cette anecdote. Okay. Et c'est une anecdote qui est très liée au fait de comprendre quelque chose qui est très vrai. C'est il y a des fois, il y a des gens, ils aiment pas les contraintes dans leur métier. Avoir des contraintes, ça a pas l'air bien quand ils pensent, quand tu le dis comme ça. Mais dans le jeu vidéo, avoir des contraintes, du coup, ça te force à être créatif pour passer, soit pour vaincre les contraintes, soit passer à côté. Et là, dans ce cas-là, la contrainte a créé un genre de jeu vidéo. Ok, c'est vrai que c'est bien, en fait, ça fait vraiment évoluer au final. Oui. Alors que c'était censé être négatif, mais en fait, c'était positif. Oui. Ok, trop bien. Écoute, alors en question que j'ai pu noter lors de tout ce live, on a pas mal de questions. Déjà, alors la question qui est, je pense, est le plus souvent revenue, là tu es libre d'y répondre ou non, c'est vraiment la question du salaire. On te demande, il y a Camille qui te demande, c'est quoi le salaire moyen d'un débutant ? Est-ce que tu aurais une idée ou pas? J'imagine que ça. Alors, ça dépend des boîtes. Les grosses boîtes, c'est très peu. Les grosses boîtes, c'est très peu. Parfois, c'est SMIC, parfois, c'est un peu au-dessus, mais c'est très, très peu. Plus tu montes en responsabilité dans ces grosses boîtes, évidemment, plus ça va être cher. Enfin, plus tu vas être payé beaucoup. Quand je dis peu, je pense je pense vraiment SMIC. Dans des grosses boîtes, c'est vraiment SMIC. Nous, pendant un moment, c'était pareil.
Et maintenant qu'on gagne un peu notre vie parce qu'on vend des jeux, on essaye de monter. Moi, je crois que il faut que je passe à 2006 brut. Et voilà. Ok, donc brut, c'est toujours un peu plus que ce que tu vas toucher réellement. Le net, c'est toujours la petite Exactement. conversion à faire. Mais, nous, dans notre boîte, on essaye de faire un truc qui est revenus horizontaux, c'est-à-dire que tout le monde gagne autant, peu importe son job. Et du coup, ça, il y a de plus en plus de boîtes qui font ça. du coup, ça aide forcément à monter les salaires qui sont censés être les plus petits, parce que les gens qui prennent beaucoup d'argent dans d'autres boîtes, bah, ils en prennent moins. Bien sûr. Donc Alors, forcément, il y a Sohan qui a loupé un peu les diplômes. Je t'invite vraiment à redescendre et à chercher les commentaires de Cindy parce qu'elle a tout bien remis. Peut-être qu'elle te répondra tout de suite. Mais de toute manière, ne t'inquiète pas, il y a la synthèse pour qu'on revienne un peu recomprendre, un peu être sûr que tout le monde a toutes les informations. Alors, en autre question, on a Ryan qui te dit, est-ce que le jeu doit être fini avant que les joueurs le précommandent ? ça dépend. Nous, on a suivi. Ça dépend du genre de jeu. Nous, de ce que les gens ils veulent, de ce que les développeurs veulent faire. Nous, on a suivi une formule qui s'appelle Early Access ou accès anticipé. C'est-à-dire que le jeu n'était pas fini et tu pouvais déjà l'acheter dans sa forme incomplète, sans avoir besoin de le racheter plus tard. Évidemment, quand il sort, tu l'as déjà acheté quand il est dans sa forme incomplète. Et ça nous a permis à la fois de commencer à gagner de l'argent alors qu'on n'avait pas fini, à la fois de demander aux gens ce qu'ils en pensaient pour le changer en temps réel. Et on fait une mise à jour pendant l'accès anticipé. Les joueurs qui nous avaient dit oui, ça va pas, ça va pas, ils testent la nouvelle mise à jour et ils ont vu qu'on a mis directement les changements qu'ils avaient proposés dans le jeu. Et du coup, ça fait un peu un travail collaboratif avec la communauté. C'est comme ça que nous, on a fait. Et c'est l'accès anticipé. Il y a beaucoup de jeux comme ça, surtout maintenant, qui se montent un petit peu. On propose des dons, on propose des choses, etc. pour pouvoir monter les jeux vidéo. Et du coup, c'est très participatif, c'est très collectif. Et il y a énormément de mises à jour qui sont faites grâce à l'expérience en fait, des joueurs qui viennent y jouer. Et ça, je trouve ça cool parce que ça se modélise en fait autour de la communauté du jeu et ça renforce les liens en plus, j'imagine. Ça renforce les liens et en plus de ça, c'est qui sait mieux que ce qu'ils veulent jouer que les joueurs, personne. Après, les développeurs, ils sont censés savoir un peu mieux, mais ça fait quand même plaisir d'avoir ça. C'est clair. Ensuite, alors, on a Nathaël qui te demande, est-ce que vous avez une vidéo de présentation du jeu comme sur les pubs de jeux ? Bien sûr. Est-ce que vous en faites, ouais. Bien sûr. On a notre trailer de lancement. Est-ce que j'ai un endroit où je peux le lancer en chat ou pas ? Je peux vous l'envoyer sur le chat de notre conv ? Oui, carrément. Et comme ça, peut-être que Louis va pouvoir essayer de l'afficher. Ça serait super cool. Trop bien, on aura le petit cadeau de fin. Et en même temps, je vais te demander une question que j'ai trouvée intéressante de Faël qui te dit, est-ce que tu vas continuer à faire ça toute ta vie ? Je sais pas, récemment je me suis posé la question et je pense que même quand j'aurai 70 ans, je serai encore en train de faire des jeux. Mais c'est comme ça que je me sens aujourd'hui, je sais pas plus tard, on verra. Super, alors il y a Loïc que je viens de voir qui vient de mettre, n'hésitez pas à liker son commentaire pour le faire remonter un peu. N'hésitez pas à liker le trailer pour le faire remonter un peu. Trop bien, comme ça on l'aura et vous pourrez tous aller commenter. Nous venons du live métier en dessous, comme ça fera booster un petit peu les vues. Ok, RoboQuest, ok. Trop bien. J'ai ouvert un onglet à côté, je vais pas le regarder en même temps parce que je suis en train de faire l'animation, mais je regarderai après. En tout cas, ça m'intéresse vraiment. Ok, bon bah voilà. On l'a vu et il est incroyable, nous dit Maddy. Trop bien. Merci. Super. Bon, Loïc, il est en train de spam les commentaires avec le lien. Il nous l'a envoyé au moins 10 fois, mais au moins, on risque pas de le louper. Hein. Magnifique. Ok, bon, bah génial. Loïc, arrête de nous spammer, on nous dit dans le chat. Bah écoute, merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai appris plein de trucs sur ton métier. Est-ce que tu as un dernier mot, une dernière phrase, un dernier conseil à donner aux jeunes qui nous regardent ? Le game design, c'est un métier de passion. Et c'est pas un métier qu'on va faire parce que juste on aime bien jouer aux jeux vidéo. C'est pas genre j'adore jouer aux jeux vidéo, pourquoi je deviendrais pas game designer ? À la limite, c'est peut-être valide comme question, mais c'est pas parce qu'on aime jouer aux jeux vidéo que game design c'est pour soi, c'est pour vous. C'est ça, ouais. Faut bien, et c'est un métier qui est difficile de rentrer dedans. Ça coûte cher si vraiment tu fais une école, ça coûte cher. Réfléchissez bien à ce que vous voulez faire, c'est important.
Ok, dernière petite question, la plus personnelle, parce que je me demande, c'est quoi ton jeu préféré au final, ton jeu vidéo préféré, qui pour toi est le meilleur de tous? C'est très dur de répondre à cette question parce que ça dépend parce que ça, il y a un jeu qui a fait que je suis devenu game designer Ouais. et du coup il est très important pour mon histoire, c'est Warcraft 3 parce que dessus il y avait parce que je pouvais déjà être un game designer dessus parce qu'il y avait un outil pour être game designer dessus, mais c'est pas le jeu. C'est dur de répondre à cette question. J'ai joué beaucoup à League of Legends et je joue encore à League of Legends et c'est sûrement un des jeux que je préfère. Mais est-ce que c'est le jeu que je citerai là? Je sais pas. Pourtant, je viens de le citer. Non, mais reste sur WoW, il n'y a pas de souci, c'est un très bon choix. C'est pas WoW, c'est Warcraft 3, c'est le jeu avant WoW. C'est autre chose, pardon. C'est le jeu avant WoW. Je me suis trompée. Ah oui, d'avant. Ah oui. Oui, mais ça va, c'est toujours dans le même univers. Voilà. Oui, c'est le même univers. Ok, je me suis pas loupée totalement. Alors. Non, tu ne t'es pas loupé totalement. Ok, si je me dis quand même. Ok, bon, bah super. Bah, merci beaucoup. En tout cas, les commentaires sont. Enfin, tout le monde a l'air très content. Donc, super. Merci beaucoup à toi, en tout cas. Et j'espère que tu as passé un bon moment. Merci beaucoup à vous. C'était très sympa. Je suis ravi d'avoir pu rendre le métier de game designer un peu plus connu. Bah ouais, bah franchement, moi je suis très contente parce que tu l'as rendu plus accessible déjà dans tes explications, donc merci. Et puis nous, on se retrouve dans 5 petites minutes pour la synthèse, donc il y aura le gros quiz à la fin. Ne l'oubliez pas, mais juste avant, on va remplir le livret de stage, donc je compte sur vous pour déjà prendre des notes pour que ça aille plus vite. Comme ça, on pourra aller plus vite à arriver au grand quiz. Voilà, on se retrouve tout de suite. Au revoir à tous.